Cette conversation, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'Institut français et on va regarder comment fonctionne l'Institut. Il y a 4 instituts français en Espagne. Celui de Madrid fête ses 100 ans, je vous l'ai dit en commençant cette émission. Et j'aime bien cette idée qui consiste à penser qu'un institut est un outil d'échange entre deux rives. Il ne s'agit pas pour une société ou pour un pays, la France, d'imposer quoi que ce soit. En tout cas, c'est la volonté qu'on essaye de mettre en œuvre ici, mais il s'agit de favoriser l'échange. L'Institut français de Madrid, avec, par exemple, ceci comme approche. Quelle est la cible? Vous comprenez le mot cible? Début juin à Madrid, Joachim, Esperanza et Cecilia achèvent 2 mois de formation intensive à l'Institut français. Des cours payants également dispensés à l'année, à distance et en entreprise. L'offre de l'Institut est diverse, les objectifs de ses 5000 élèves sont variés. En ce moment, je suis en chômage et je parle l'anglais. Et je pense que si je peux parler le français aussi, j'aurai plus d'opportunités pour trouver un travail. L'Institut, créé en 1910, a su faire de ses contraintes un moteur pour se renouveler. Il s'autofinance désormais à plus de 90%, 10 points de plus qu'il y a 2 ans. Le projet, lui, n'a pas changé. Développer les relations franco-espagnoles dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la culture. Y no quería acaparar él mismo la historia. Vous savez, ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, ce sont les personnages. D'autres conférenciers, dignes prédécesseurs de Marc Lévy, Bergson, Ravel, Éluard et plus récemment Denis Podalides ou Agnès Jaoui. Les élèves répondent au rendez-vous. Ils arrivent, ils sont déjà fascinés. Ils en ont déjà entendu parler de la France, des Français, de la culture, la gastronomie. Ils ont les yeux qui pétillent quand on commence à en parler. Ils adorent ça. Les yeux qui pétillent dans un lieu d'enseignement pas tout à fait ordinaire. On est un peu les ambassadeurs sur le terrain de la France, en fait, hein, et de la francophonie en général. Que les élèves viennent à l'Institut cultiver leur goût pour notre pays ou ajouter une ligne à leur CV, tout commence ici et depuis 100 ans par un cours de français. Louise Géniou, on est heureux de vous avoir avec nous parce que l'Institut français de Madrid a 100 ans, vous en avez 95 et à vous tout seul, vous êtes l'incarnation de cet institut puisque vous y avez été élève, vous y avez terminé votre carrière comme enseignant. On va parler de tout ça, mais la première question que je voulais vous poser par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir avec Carmen Posadas et Lydie Salver, c'était celle-ci. Est-ce que vous avez un rapport différent aux 2 langues, au français et à l'espagnol? Non, pour moi c'est la même langue. Chaque chose a 2 noms différents, mais pour moi c'est le français et l'espagnol, je ne trouve pas aucune différence. Et vous rêvez en quoi? Non, je rêve avec des images, mais pas avec des... Pas avec des mots. Des mots. je disais que vous avez été élève ici, oui. Vous avez été également enseignant ici. Comment est-ce que vous êtes devenu le professeur, la figure emblématique professorale de l'Institut français? Eh bien, un hasard, je suis arrivé après la guerre avec mon frère qui avait 5 ans pour l'inscrire au lycée. J'ai trouvé le proviseur qui avait été monsieur Blanc, qui avait été mon professeur, et m'a demandé de remplacer un professeur qui était malade. Et puis voilà, je suis resté. Ah bon, ça s'est fait aussi facilement que ça? Aussi facilement. Je l'ai remplacé pendant un mois et puis après j'ai continué. Est-ce que de votre point de vue, la place du français en Espagne a évolué ou pas? Certainement. Parce qu'avant, le français était la première langue dans tous les lycées espagnols, los institutos. Et c'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est l'anglais. Dernière question à vous poser. Quel est le souvenir le plus impérissable que vous gardez de votre séjour à l'Institut français, que ce soit comme... professeur ou comme élève? Vous connaissez les questions, hein? Je les devine. Eh bien... Il y a tellement de souvenirs que vraiment je ne peux pas... Un seul? Un seul. Lequel? Eh bien, les fins de cours ici, c'était une grande famille. On se réunissait dans la cour, et tous les professeurs. Et vraiment, c'était
la fête des pots de fin d'année. Ouais, c'était merveilleux. Merci beaucoup, Louise Geniliou. Merci, merci à vous. Et Serge, vous dirigez l'Institut. Tout à l'heure, je disais qu'un institut français comme celui-là, c'était un outil entre deux rives. Si on voulait faire quand on voit ce qui s'y passe, à la fois dans les enseignements et dans la diffusion de la culture ou dans l'accueil de la culture étrangère, on pourrait dire qu'il y a vraiment une forme de bouillon de culture, cet institut. Quelle est votre stratégie? Quelle est votre politique? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Avec quels moyens et comment? C'est la stratégie des Galeries Lafayette. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose, l'Institut. Mais plus sérieusement, la stratégie, c'est d'abord de savoir s'adapter. Comme l'a dit M. Geniliou, à qui je tiens à rendre hommage quand même. Quel exemple de militant de la langue française. S'adapter, ça veut dire effectivement savoir que la langue anglaise aujourd'hui occupe le terrain et que c'est la langue de Babel, mais que le français a encore toute sa place, aussi bien comme langue de culture que comme langue véhiculaire d'enseignement. Et je pense que s'adapter, ça veut aussi vouloir dire que la culture française a peut-être une autre image aujourd'hui en Espagne. Ça veut dire que les relations culturelles entre l'Espagne et la France, bien qu'elles soient très très anciennes, ont évolué. Et je crois que le rôle d'un institut culturel, vous l'avez dit, c'est un outil, c'est un pont, c'est un passeur, mais c'est aussi et surtout être à l'écoute de nos amis espagnols, en l'occurrence à Madrid, comme ailleurs. L'échange, le métissage. Et puis il faut savoir occuper sa place, il faut trouver un espace. Madrid est devenue une grande capitale culturelle européenne, qui a beaucoup évolué, beaucoup changé ces dernières années. Mais nous avons la chance d'être dans un pays où la France a une image, et notamment une image culturelle, une image très forte. Je crois pouvoir dire, sans aucune prétention, que dans le domaine culturel, peut-être même dans les autres aujourd'hui, la France a une très bonne image. Quand on compare une politique culturelle à un journal télévisé, on se dit que peut-être que c'est la même chose. C'est-à-dire que quand un État n'a plus d'argent ou en a moins, et quand un journal a d'autres priorités, en général, c'est la culture qu'on sacrifie. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que la culture française est menacée par des politiques de restriction budgétaire ? Non, d'abord, vous savez, il y a une réalité très simple, c'est qu'un institut, c'est également une PME. En l'occurrence, à Madrid, 100 employés, 70 professeurs. C'est une institution qui ferait le bonheur du CAC 40, puisqu'elle est autofinancée à 93%, grâce à ses cours. Et c'est une institution qui représente, qui valorise, qui fait la promotion de la culture française en vendant la langue française, qui est quand même une chance inouïe. Oui, nous avons la chance en Espagne d'avoir cette langue française qui a repris, c'est vrai qu'il a connu des moments un peu compliqués dans les années 90, mais qui a repris un élan. Et puis surtout, je regarde autour de moi, je ne veux pas dire des défenseurs, parce que je pense que c'est absurde de dire des défenseurs de la langue, mais des militants de langue française. Nous avons un corps enseignant formidable, il y a des enseignants en Espagne de grande qualité, et les restrictions budgétaires, les restrictions budgétaires, elles touchent tout le monde. Le réseau culturel, comme toute l'administration en France, en Espagne, ailleurs. Mais je crois qu'il faut savoir s'adapter. Nous avons une obligation de résultat. Et donc vous l'autofinancez en tout à fait. Je dis très clairement qu'un institut, c'est également une entreprise. Mais c'est aussi un outil de service public. En détestant l'expression, qu'est-ce que vous vendez le mieux de la culture française en Espagne ? À part Blancali, Lydie Salver et Carmen Posadas. Et Vicente Pradal qui nous a rejoints. Je crois que ce que l'on vend le mieux, c'est le rapprochement des deux cultures. C'est la possibilité de mieux se connaître. Et d'être européen. Enfin, bon, d'être européen. L'Espagne est un grand pays européen. L'Espagne est entrée dans l'Europe avec enthousiasme. Toujours voté pour l'Europe avec enthousiasme, qui n'a pas été toujours notre cas. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans le domaine culturel, la France et l'Espagne sont deux pays qui peuvent aller de l'avant ensemble. Blancali, il se trouve que vous connaissez cet endroit, puisque c'est un endroit où vous avez répété, imaginé, pensé un spectacle.
Mais je suis un peu de la famille de l'Institut français. Parce que c'est drôle, parce que depuis que je suis en France, en fait, je suis souvent venue ici faire les spectacles. On a fait dernièrement un échange où on avait fait un de mes spectacles Macadam. Et pendant les jours qu'on était ici, on avait organisé une rencontre des danseurs qui venaient de France et d'Espagne. Ils sont passés plusieurs jours ensemble pour se rencontrer, pour travailler ensemble. On a fait des stages, on a parlé, et c'était vraiment une expérience géniale parce que c'est vrai qu'en étant si proches, nous les Espagnols, on admire beaucoup la culture française.